times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. Apéro spécial débrief du premier tour de playoff. Ça y est, les premiers rounds sont terminés et nous avons le verdict sur ces 4 premiers matchs. Doug, est-ce que ça te fait plaisir d'être là aujourd'hui? Ah oui, je suis très content de débriefer ces séries qui ont été haletantes, des séries très serrées qu'on ne pensait pas, et donc des très beaux vainqueurs. Bienvenue sur la Airball Podcast, la chaîne officielle, le podcast de la Airball Family. On se retrouve aujourd'hui avec Doug et c'est Peter Parker qui vous parle. Et aujourd'hui, on va débriefer les résultats des premiers rounds de playoff. Jingle. Ok Doug, donc je te propose qu'on commence par le match-up de la première équipe, celle qui avait terminé première de saison régulière. J'ai nommé les Poyos d'Albuquerque qui rencontraient les Alabama Inbreds. Ouais, je sais pas si tu te souviens de la prédiction qu'on avait fait, mais on voyait pas une série très très longue. Et ça a été l'énorme surprise de ce premier tour de playoff. On a eu une série qui allait jusqu'au bout des 7 matchs. On voyait le first seed se faire sortir. Ça s'est joué au dernier match, c'était serré jusqu'au bout. Effectivement, je crois que tu avais pronostiqué une victoire 4-1 pour les Poyos, surpris d'entrée par un début tambour battant des Inbreds. Et de mon côté, je crois que j'avais parié sur un sweep 4-0 des Poyos. Donc on s'est bien trompé. Et je te propose, Doug, qu'on voit dans le détail comment se sont déroulés les différents matchs, la série de ce match-up. Ouais, j'ai eu la chance de couvrir cette série. Comme on l'a dit, on ne voyait pas une série très longue, on voyait un match-up très déséquilibré. Et à la surprise générale, bon, on en avait un peu parlé du début de la série, mais c'est les Inbreds qui ont surpris les Poyos dès le début de la série en prenant les devants, en prenant le game 1. Donc ils ont repassé avec l'avantage du terrain. Voilà, c'est les Poyos qui ont souvent fait était en chasse-patate pour essayer de recoller au score. Finalement, ils arrivent à revenir à 2-2 dans la série. On pensait qu'à ce moment-là, ils allaient repasser devant et dérouler jusqu'à la fin. Et au final, encore une fois, on a eu des rebondissements de tous les côtés. Et les Inbreds qui sont allés arracher ce Game 6 pour pouvoir jouer ce Game 7. On voyait le first seed se faire sortir, mais ça s'est joué à la toute fin sur un stream qui a pu faire la différence ou un joueur qui est sorti de sa boîte. Ouais, parce qu'au final, ça se joue à, on va dire, une centaine de points, même 110 points pour être exact, sur plus de 2 semaines de match-up. Finalement, ça fait pas beaucoup. Et donc, une série qui a été jusqu'au bout, avec d'un côté les Poyos qui, on va dire, avaient une bonne dynamique par rapport à leur début de saison et par rapport à la saison régulière. Et de l'autre côté, on avait les Inbreds qui avaient fini la saison régulière tambour battant et qui surtout ont eu un stream game assez phénoménal. Ouais, là on peut dire qu'il y a vraiment une différence de coaching. Le coach des Poyos s'est fait out-coach, comme on dit dans le milieu. Je pense que c'est ce qui a fait que la série a été aussi serrée. Peut-être du fait que les Poyos tout au long de la saison régulière n'ont pas forcément eu besoin de streamer plus que ça. Donc peut-être pas bien préparés à ce niveau-là, dans ce domaine-là du jeu. Donc c'est pour ça que, heureusement pour eux, ils avaient un gros starter qui a fait la différence. Quand on pense à des Jalen Williams ou des Jaren Jackson Jr. qui heureusement étaient là pour finir le travail en Game 7. Mais sinon, ouais, le stream game des Poyos était complètement à côté de la plaque. Et puis de l'autre côté, les Inbreds ont joué leur va-tout, enfin ont joué leur coup à fond et ils ont failli les faire tomber, quoi, finalement.
Et puis on a vu qu'il y a dû avoir un ou deux pics à la fin qui étaient plutôt pas mal touchés de la part des Poyos qui ont sûrement sauvé leur série comme ça. Ouais, alors petit point sur les stats justement que je regardais en live. Nous avons du côté des inbreds. Alors, il faut savoir que les deux franchises déjà ont utilisé toutes leurs acquisitions, les 16 acquisitions. Donc vraiment, on a vu que ça a été serré et qu'il y a eu besoin de part et d'autre d'aller chercher les mercenaires. Du côté des Poyos, on va des inbreds, on va faire appel à 29 joueurs. Donc, beaucoup de joueurs différents qui sont venus avec plus ou moins de réussite, mais essentiellement beaucoup de réussite quand même. Mm-hmm. Et du côté des Poyos, on est à peu près à 26 joueurs, donc un petit peu moins, mais avec cette fois beaucoup moins de réussite. Ouais, on peut voir la fin. Enfin, les joueurs qui ont fait un ou deux matchs ont été en moyenne très mauvais, voire médiocres. Alors que ouais, du côté des inbreds, c'est ce qui a fait tenir la barre, enfin, qui a fait tenir le niveau des playoffs, quoi. Ouais, clairement, il y a eu des très bons pics. On pense déjà à Bol Bol, qui a été un joueur qui est resté toute la série quasiment et qui a été assez exceptionnel. Zach Collins aussi, qui a été que le GM coach Baptiste a été cherché en fin de playoff, qui aurait pu faire basculer. Qui aurait pu faire basculer qui aurait pu faire basculer la série s'il avait été le chercher peut-être un peu plus tôt d'ailleurs. Ça aurait pu changer quelque chose. On a du Chris Dunn qui a été plutôt pas mal, du Dante Exum aussi, qui a été assez énorme. Bob Carrington et Duncan Robinson aussi, c'était pas dégueu. Il a cherché du Nick Richards et du Charles Bassey, ça n'a pas trop bien fonctionné. Mais dans l'ensemble, il y a quand même eu de très bons pics. Je pense aussi à Caris LeVert d'ailleurs. Ouais, Caris LeVert qui au final lui a joué beaucoup dans la série 1. Il a été cherché en cours de série, mais lui est resté, c'était pas juste un one and done. Il y avait, ouais. En revanche, du côté des Poyos, je pense que le pic qui a dû les sauver, ça doit être le Stephen Castle, qui a été dramatique toute la série jusqu'au peut-être game 6-7. Le back-to-back à plus de 40 fantasy points, ça a fait un grand bien à la franchise. Et pour finir, Nesmith qui a permis d'assurer le Game 7. Mais sinon, à part ça, il n'y avait pas de très bon choix pour le coach Gus. Et c'est vrai que aussi un des points qui a pu faire basculer la rencontre, ça a été la fin de saison de Joel Embiid. On savait que ce serait compliqué pour les Inbreds, avec un Embiid diminué. Pour le coup, il a dû complètement stopper sa saison. Ça a été finalement un mal pour un bien, ou ça a fait plonger la franchise seconde? Non, je crois que ça a été un peu la délivrance parce que ça a été annoncé juste avant le game 6, il me semble. Et ils étaient menés à ce moment-là, les Inbreds, il y avait 3-2 dans la série. Et là, on a vu qu'ils ont sorti un match dantesque. Ils ont roulé sur les Poyos sur ce game 6. Donc, je pense qu'ils étaient soulagés. Enfin, on laisse de côté cette histoire du mauvais first pick et on va avec les next men up. Ouais, c'est vrai que ça a été. On voit que c'est vraiment le reste du roster qui a saisi ses responsabilités, parce que finalement, quand on voit un peu les stats des meilleurs joueurs des Inbreds sur la série, c'est Miles Bridges, premier, avec 324 FPTS. Dyson Daniels, qui je crois était le dernier pick de sa draft, c'est exceptionnel, qui est deuxième avec 312 points. Et troisième, on a du Trey Murphy, 307 points. Donc c'est les seconds couteaux qui finalement ont tenu la baraque. Ouais, et on peut même rajouter avec ça Ozar Thompson, qui a été très bon. Donc on voit que sur les 4 meilleurs joueurs, il y en a 2 qui n'ont pas été draftés, qui ont été récupérés à la free agency. Et 2 autres qui n'étaient même pas attendus à ce niveau-là. Donc voilà, ça a fait step up des jeunes joueurs. Voilà, il a laissé éclore le potentiel. Ouais, très clairement, ça a soudé peut-être le collectif. Alors que du côté des Poyos, c'est quand même les cadres qui ont tenu la baraque, puisque Jalen Williams, saison exceptionnelle, termine premier de l'équipe, 394 FPTS. Naz Reid, qui a pris ses responsabilités, 352 points. Devin Booker,
349, et puis Jaren Jackson, 302 points. Ouais, bah, là, comme on peut voir, c'est quasiment les 3 premiers joueurs des Poyos qui ont les meilleurs scores de la série, hein, en comptant les 2 effectifs. Donc, on voit que les cadres étaient vraiment présents et en opposition, c'est plutôt la fin du roster qui a pêché. Voilà, donc heureusement que les cadres étaient là et ont maintenu la baraque. Et on voit qu'il y a eu aussi l'affrontement entre les deux Thompson. Et finalement, c'est Ozark qui a fini avec un meilleur score, très léger, mais c'était une belle passe d'armes. Le Thompson Derby. Doug, toi qui connais bien le GM des Poyos, est-ce qu'ils ont douté dans cette série? Est-ce qu'ils se sont vus sortir au premier tour? Ouais, clairement, je pense que ça a été en 2 étapes. Il y a eu ascenseur émotionnel 2 fois, je pense, dès le début de la série où ils perdent leur premier match à domicile. Donc, ils font toujours la course derrière. Donc, ça, c'est compliqué mentalement. Ils doivent sortir les bons pics alors que du côté des Inbreds, ils n'étaient pas du tout favoris. Donc, aucune pression. C'est comme si c'était que du bonus. Donc, ils jouent décomplexés. Et puis, en revenant à 2-2, là, je pense que la franchise se voyait passer au prochain tour, hein. Ils avaient recollé au score, ils avaient fait le plus difficile. Et au final, ça n'a pas été si difficile. Ils ont pris le Game 5, ils pensaient finir en 6. Et au final, à la fin du Game 6, ils se sont fait rouler dessus et ils se voyaient perdre le Game 7. Je pense que ouais, c'est pas passé loin. Je crois qu'il y a eu une grosse délivrance à la fin de cette série. En plus, c'est face à un GM bien connu du coach Gus. Donc, je pense qu'ils avaient à cœur de gagner cette série plus qu'autre chose. C'est vrai qu'il y a une rivalité quand même entre ces deux formations, ces deux franchises. C'est des franchises habituées des playoffs qui se connaissent bien. Il y a beaucoup de trash talk. Il y a un titre à 0. Mais c'est vrai qu'il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire entre ces deux franchises. Donc c'était assez chaud. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de déception du côté des Inbreds en cette fin de série. Beaucoup de soulagement du côté des Poyos. Les Poyos, quand même, on en reparlera dans la preview des rounds 2. Mais ils perdent Domantas Sabonis en fin de série. C'est quand même leur maître à jouer. Ouais, ils perdent leur first pick. Même si on a vu que c'était pas un des meilleurs joueurs sur la série, c'est quand même un cadre qui est important et sa blessure va faire mal à la franchise. Déjà qu'on a vu une série très fébrile de la part des Poyos, si en plus leur franchise player saute, voilà, je pense que c'est une saison où finalement la valeur sûre, c'est pas forcément le coach. Le coach fait douter, je trouve. Ok. Est-ce que tu notes quelques déceptions dans cette série, en termes de joueurs, en termes de coach? Bah, comme on l'a dit, les Poyos, enfin le coach des Poyos était pas du tout dedans, était pas du tout au niveau de la série. Il s'est fait sauver par ses joueurs, on va dire, par ses cadres. On voit que les Inbreds, même affaiblis, restent toujours une très très bonne équipe, un très très bon GM. Voilà, c'est sûr qu'on le reverra la saison prochaine. Sinon, en termes de joueurs, bah, on voit qu'il y a quand même des joueurs qui ont éclos des deux côtés pour chaque franchise. Jaren Jackson Jr. qui a été incroyable sur le Game 7. Jalen Williams pareil. Donc il y a quand même une grosse densité chez les Poyos. Et voilà. Très bien. Et bien, c'était le récap du match-up premier round entre les Inbreds et les Poyos. On enchaîne avec le récap du deuxième match de playoff de ce first round. Et cette fois, c'est une affiche 100% conférence Nord, puisque c'était les Syracuse Goats qui affrontaient les Scranton Lions. Ouais, les champions en titre qui n'étaient pas favoris, enfin du moins pas favoris en termes de seeding, qui faisaient face au premier seed de la conférence Nord, le deuxième contre le septième.
on a vu une série assez accrochée, surtout la première, ouais, on va dire la première moitié, et puis la série a été assez longue. Il me semble dans les pronostics qu'on avait mis, qu'est-ce que tu avais mis toi, Peter? Alors, de mon côté, je crois que j'avais mis les Syracuse Goats vainqueurs en 4-2. J'avais misé sur la dynamique de l'équipe qui faisait une excellente saison, qui avait beaucoup à prouver en playoff, puisque c'était leur deuxième participation. Et je pensais que ça allait leur donner un peu plus d'avantages vis-à-vis de la dynamique des Lions qui commençait un petit peu à baisser en fin de saison régulière. Et toi, Dou? Moi, j'avais mis les Lions et je me rappelle que j'avais beaucoup insisté sur l'expérience. Pour moi, que l'expérience allait faire la diff. Alors, je sais plus si j'ai mis 4-2 ou 4-3. Voilà, donc j'étais pas trop mal pour cette prédiction. Et donc alors, Dou, en rentrant dans le détail, comment ça s'est déroulé en termes de série? Donc c'est, comme on a dit, les Syracuse Goats qui avaient l'avantage du terrain, qui recevaient les Lions sur les 2 premiers matchs. Et on a vu un niveau de jeu exceptionnel hein, sur les 2 premiers matchs de playoff à Syracuse. Bon, on voit que clairement les Lions, une fois arrivés en playoff, ils sont là pour aller chercher le titre. Eux, leur objectif à chaque fois, c'est d'aller au bout. Syracuse qui finissait sur une très bonne fin de saison régulière et ils ont réussi à tenir malgré la très bonne forme des Lions. Ils ont pris les 2 premiers matchs à domicile, très importants. Et puis, Et à ce moment-là, Doug, on se disait, on part pour une série qui va être très très partagée, très très disputée, mais on se dit finalement que les Goats sont déjà à la hauteur de l'événement. ouais, clairement, on disait même que ça aurait pu être une affiche de finale de playoff, tant le niveau de jeu était incroyable sur ces 2 premiers matchs. Voilà, les GOAT qui arrivaient à tenir tête aux champions en titre, c'était pour une franchise en plus, dont c'était la première fois en playoff depuis, je sais pas, depuis des lustres ou voire la première fois. En tout cas, ils tenaient leur rang, c'était très beau à voir, très belle confrontation. Et puis ensuite, donc 2-0 pour les Goats. Et puis ensuite, on revient à Scranton et voilà, Scranton continue à faire du Lions et du double champion Air Bowl. Ils ont plutôt dominé assez largement leurs 2 matchs à domicile. Ils sont recollés dans la série à 2 assez facilement, j'ai envie de dire. Et donc, la pression était de nouveau sur les épaules de Syracuse et du coach Fouché qui devait continuer la course en tête. Il avait déjà eu assez de mal, enfin, c'était déjà assez accroché sur les 2 matchs chez eux. Et cette fois-ci, ça a été, comme on le disait, ça pouvait être le tournant de la série. Et on l'a vu que cette fois-ci, les Lions étaient lancés et n'ont pas fait de cadeau. Ils ont pris ce Game 5 à l'extérieur. Ils sont passés devant. 3-2 donc pour les Lions. Pour eux. Et on a vu que ça y est, ils étaient sur leur rythme de croisière. Les Goats sont un peu faiblis sur la fin de la série. Donc après, il fallait plus qu'à terminer du côté des Lions, ce qu'ils ont fait très bien, même si les Goats se sont battus jusqu'au bout. Mais malheureusement, ça a fini en 6 matchs. Voilà. 4-2 donc, victoire des Lions. Tout à fait. Et un total donc de 3707 points pour les Lions face à 3465 points du côté des Goats, donc un total très élevé entre ces deux formations. Je regardais, petit point stat quand même, on a uniquement 8 acquisitions côté Lions sur 16 possibles, donc un GM qui a été très économe, qui a vraiment choisi les moments où il avait besoin de changer des joueurs, mais qui est resté sur son noyau dur de la saison régulière. Et de l'autre côté, donc, nous avons les Goats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Un petit peu plus de joueurs. Pas tant que ça, finalement, par rapport à d'autres match-ups. Et 11 acquisitions sur 16. Clairement, il y a eu un moment où
les Lions sont arrivés en régime à 100%, hein, ils sont vraiment montés très très fort. Et on a vu que les Goats sont plongés. Alors est-ce qu'ils étaient en sur-régime ou est-ce que c'est vraiment mentalement il y a quelque chose qui s'est brisé? Ouais, je pense qu'ils étaient peut-être en surchauffe et que les Lions étaient plutôt en contrôle. Comme on a dit, les 2 premiers matchs étaient déjà de très très haute volée. Je pense que pour tenir une série entière, c'était compliqué pour les Goats. Donc, ouais, non, je pense que juste la surchauffe n'a pas duré toute la série pour eux, malheureusement. Et puis les Lions sont trop réguliers pour, euh, pour être sortis. Ça va être très compliqué de leur prendre 4 matchs à cette équipe. Et donc c'est vrai que les Lions, il y a du très très beau monde et ça a été, on voit que comment dire, les points ont été partagés. On n'a pas une seule personne qui a porté l'équipe. Si on regarde les top scoreurs, peut-être les 4-5, on a Kate Cunningham, meilleur scoreur donc, de l'équipe avec 379 FPTS, Evan Mobley, 371, James Harden, 345 et Ivica Zubac, 321. J'en rajoute un dernier qui est au-dessus des 300 points, c'est Franz Wagner, 309 points. Qu'est-ce que ça t'inspire, Doug? Ils ont une équipe très complète, un 5 majeur de très haut niveau. Voilà, limite, ils n'avaient pas forcément besoin d'acquisition. Leur roster est déjà bien assez dominant comme ça. Ouais, on a vu que leur saison régulière était en dents de scie, parce qu'ils ne jouaient pas forcément à 100% la saison régulière et préféraient se préparer pour les playoffs. Et on a vu que quand ça clique et au moment où ça compte, ils sont là pour faire la différence. Et on voit la pertinence et la justesse de la draft du GM, puisque finalement, dans les 5 premiers, 1, 2, 3, 4, allez, les 5-6 premiers meilleurs scoreurs de son équipe, c'est son top 5 de la draft. C'est 5 premiers. Et je pense que c'est peut-être des seules franchises qui a eu ce noyau dur qui est resté déjà sur le premier tour de playoff à un gros niveau. Ouais, je pense que c'était de la maîtrise de bout en bout. Même s'ils ont dû aller le chercher en 6, c'est sûr que leur draft au complet faisait déjà très peur. Ouais. Et côté Goats, on va faire un petit point sur les stats, les meilleurs scoreurs. C'est Jamal Murray qui finit meilleur scoreur de l'équipe avec 388 FPTS. Luka Doncic, revenu à temps pour les playoffs, deuxième meilleur scoreur avec 335 FPTS. Christian Brown, donc de Denver, 307 FPTS. Draymond Green, quatrième, 287 FPTS. Et on va s'arrêter au cinquième, Scottie Barnes, 279 FPTS. Ah ben, tu vois, j'ai pas trop suivi les meilleurs scoreurs de l'équipe et je suis assez étonné de voir déjà Jamal Murray en meilleur scoreur, mais aussi voir du Christian Brown et Draymond Green qui sont tous les deux passés par la free agency. Donc ouais, ça a été des nouveaux joueurs qui ont été très solides pour Syracuse. Je pense que c'est grâce à eux s'ils ont pu tenir une série assez longue. Donc ouais, vraiment pas mal. Ouais, peut-être quelques petites déceptions. Alperen Sengun qui n'a pas été très haut niveau malheureusement sur cette série. Et Rudy Gobert qui a été absent, blessé, et malheureusement ça a fait beaucoup de mal quand même à la franchise. Bon, ils ont pu compter sur le retour de Luka Doncic, mais il était peut-être un peu trop esselé. Ouais, bon, c'est sûr que je pense qu'on savait, l'équipe était un peu moins complète que celle des Lions et qu'il aurait fallu passer sur des gros matchs de la part des franchise players et peut-être un stream game qui clique, peut-être du niveau des Inbreds. Donc à ce niveau-là, c'est dur de tout aligner, quoi. Ouais, il y avait peut-être aussi un peu de fatigue liée à la saison régulière. Je pense à du Josh Hart qui a beaucoup joué. Là, il a été peut-être un petit peu un temps en dessous, mais parce que l'équipe a peut-être pas préparé les playoffs, ils ont vraiment joué la saison régulière à fond. Et malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un morceau, quoi. Ouais, je pense que forcément, c'était pas le meilleur tirage à avoir pour ce premier tour de playoff. Donc malheureusement, ils avaient une si bonne équipe cette année et ça se termine prématurément.
Donc, malheureusement pour les Goats, pour coach Fouché, ce ne sera pas cette année, peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. En tout cas, c'est toujours bien pour lui de prendre de l'expérience en playoff. Ouais, il faut pas aller trop vite, quoi. Passer de loterie à champion airball, c'est compliqué. Ça se fait pas comme ça. Voilà, c'était le récap de l'opposition entre les Lions et les Goats.